On continue cette édition spéciale tournée à l'occasion du palmarès, des palmarès de l'informaticien. Alors nous, on va s'intéresser à comment se préparer à une cyberattaque. Je ne sais pas si le mot LegalOps vous parle, par exemple, ça vous dit quelque chose, on va en parler. Les contours de cette fonction risque, toutes ces questions, on va se les poser avec mes trois intervenants, trois experts. Vincent Balouet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant de maîtrisedescrises.com. Vous allez nous parler de tous ces nouveaux risques, cyber, mais pas que, qu'il faut être capable aujourd'hui de prévoir en entreprise. Avec vous, Maître Astier, bonjour. Bonsoir. Vous êtes avocat à la Cour, vous intervenez en droit du numérique, de la propriété intellectuelle et de la cybersécurité. On évoquera notamment des affaires que vous avez suivies de près, de cyberattaques. Et puis Séverine Denis. Bonsoir. Je voulais terminer avec vous la présentation parce que vous êtes un peu la star de ce débat ce soir. Vous êtes membre du bureau Exatrust qui fédère donc les acteurs français, européens de la cyber et du cloud de confiance, ça on le sait. Mais vous êtes aussi la directrice des affaires institutionnelles et réglementaires de Docapos. Docapos qui a gagné un prix ce soir, donc ici même au palmarès de l'informaticien, prix de la rédaction Data Solutions d'archivage. Donc félicitations. Un grand bravo. On commence notre débat. Donc, comment se préparer au mieux à une cyberattaque? Parce que de toute façon, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas la parade suffisante pour éviter tout risque d'attaque. Mais est-ce qu'on peut véritablement dire qu'on peut être prêt à tout moment, à tout type d'attaque? C'est possible, ça, Vincent? Oui, c'est possible, à condition de s'y intéresser un peu. Malheureusement, on est souvent dans un pays où il faut avoir eu un gros incident pour que les décideurs et les dirigeants se mettent un peu au travail en disant posons-nous pour réfléchir. La notion de risque est consubstantielle à l'entreprise. Entreprendre, c'est prendre des risques. Donc, ce n'est pas une notion qui vient d'ailleurs, c'est déjà dedans. Mais par contre, il y a quand même, le risque cyber est un peu particulier parce que les cyberattaquants sont loin, ils travaillent de nuit, enfin bref. Les attaques sont multiformes. Et ils ne se font pas prendre. Et la volumétrie, un RSSI d'une banque, c'est 20 000 attaques par mois. Enfin, c'est de cet ordre-là. Donc, la volumétrie est tout à fait différente. Et il n'y a que le DSI, enfin celui qui porte l'informatique dans le COMEX, qui a une telle avalanche de malveillance sur lui. Il n'y a aucun autre membre du COMEX qui en prend plein la figure autant que lui. C'est vrai qu'il faut avoir quand même les nerfs très très solides. Un peu, ouais. On peut vraiment se préparer à une cyberattaque. C'est votre avis également? Oui, bien sûr. Et non seulement on peut se préparer, mais il faut croire que chacun peut être équipé. Même la plus petite entreprise est en capacité, de manière simple et efficace, avec des tarifs qui sont tout à fait abordables, de pouvoir entrer dans une première démarche de cybersécurité. Et donc chacun peut se protéger de la plus petite à la plus grande entreprise. Et c'est vraiment important d'être dans cette démarche parce que les plus petites entreprises qui sont très vulnérables aux attaques, qui sont des cibles, parfois ne se protègent pas, alors qu'il existe un ensemble, un panel de solutions qui leur permettent de s'équiper. On va avoir un focus après ce débat justement sur la vulnérabilité des PME, la manière dont elles se protègent ou pas justement aujourd'hui. Pour rester sur cette question, et c'est pas juste un sujet d'équipement, de trouver la bonne solution pour se protéger, c'est une organisation, c'est aussi prédire le risque juridique quand on est face à une cyberattaque. Oui, forcément, le risque juridique doit être pris en compte, mais je pense que la question qui se pose réellement, la première des questions, c'est de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit PME, ETI, et même la plupart des dirigeants n'ont pas forcément conscience de leur niveau d'exposition au risque cyber au pluriel, et de la capacité de résilience de leur organisation en cas d'intervention de ce risque. Et donc, se préparer et anticiper un risque cyber, c'est déjà comprendre de quoi il s'agit, au travers d'une pédagogie que effectivement doit réaliser le RSSI, qui est le responsable de la sécurité des systèmes d'information, mais aussi au travers, il faut bien le dire, des risques, y compris juridiques, qui pèsent sur l'entreprise. En cas de cyberattaque. En cas de cyberattaque, absolument. Et sur quel ordre ces risques? Qu'est-ce que ça veut dire, le risque juridique, une fois que je suis cyberattaqué? Des sujets de conformité, c'est-à-dire que la première appréhension que l'on peut avoir en direction d'entreprise du risque cyber, c'est avant tout un risque d'exploitation, un risque financier, un risque de blocage, et c'est tout à fait naturel. Néanmoins, quand une attaque cyber intervient, au-delà de ce blocage, on peut retrouver beaucoup de scénarios à anticiper, comme des fuites d'informations qui concernent les salariés, et donc des tensions sociales qui peuvent en découler,
des problématiques de gestion des relations avec les clients, des droits, des demandes d'accès, des demandes d'information et des difficultés rencontrées avec la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté. C'est la question de quelles sont mes obligations, Exactement. en fait, quelles sont mes responsabilités aussi vis-à-vis de mes clients qui sont peut-être victimes aussi d'une fuite d'informations. Et tout ça, ça peut se préparer en amont. J'ai posé la question en introduction de la fonction risque. Qu'est-ce que c'est cette fonction risque qu'on doit avoir dans l'entreprise? C'est un RSSI plus? Alors, très souvent d'abord, ce qu'on remarque, c'est que la fonction risque est assez souvent rattachée à la finance et au juridique, hein, c'est historiquement, on va dire. Pas le risque informatique, bien sûr, parce que c'est un métier épouvantablement technique et jargonneux à souhait, donc il n'y a que le DSI qui comprend. Parce que vous allez me dire que le juridique n'est pas jargonneux. Pas du tout. Mais je viens d'informatique, c'est pour ça. Enfin, j'ai fini par comprendre, mais j'ai eu du mal. Non, mais plus sérieusement, donc la fonction risque existe et elle est quelque part là où le patron veut bien le mettre. Et c'est vrai que selon les secteurs d'activité, et puis dans les toutes petites boîtes, le patron juridique et le patron du risque, c'est lui-même. Oui. C'est lui qui s'occupe un peu de tout. Bon, donc quelque part, ça existe dans l'ADN de quelqu'un. Bon, alors après, évidemment, on encaisse les coûts sans les voir venir, et au bout d'un moment, on se fatigue parce que ça coûte cher et on finit par se préparer, ou on dit, on va peut-être quand même se préparer un petit peu avant, et grosso modo, il y a 3 pieds pour bien se préparer. Un, sur la partie technique, et là les spécialistes le savent, de bien sécuriser, en gros, tout ce qui est entre la prise et le clavier, les infrastructures, les postes de travail, etc., antivirus dans tous les sens, bref, des infrastructures solides. 2, tout ce qui est entre la chaise et le clavier, les gens, parce que la vulnérabilité, c'est aussi les gens, pour pas faire de bêtises, pas cliquer quand il faut pas, et ainsi de suite, pas ouvrir, laisser le portable en l'air dans le TGV et aller boire un verre, et puis tout est ouvert dans la nature, et ainsi de suite. Mettre son filtre anti-espion. Par exemple, donc voilà. Et troisièmement, les plans, c'est-à-dire de la préparation, de l'entraînement, des exercices, et une cellule de crise qui est le machin qui pilote pour, disons, prendre les manettes en manuel et sortir l'entreprise d'un mauvais pas si ça doit arriver. Voilà. Mais avec ces 3 pieds-là, il n'y a rien de compliqué, y compris dans les petites boîtes, et on y arrive très très bien. C'est ce que vous dites, Séverine, hein, tout le monde peut commencer à se préparer, en tout cas se mettre en éveil sur ces nouveaux risques et cette montée en puissance en fait du risque cyber. On commence par quoi quand même? On commence Est-ce qu'il y a une méthodologie? Évidemment, idéalement, il faudrait commencer par un audit de sécurité. Idéalement, il faudrait commencer par une analyse pour savoir où sont nos failles, où sont nos résistances, et pour pouvoir établir un plan d'action qui soit adapté à la taille de l'entreprise, à sa maturité aussi. Il n'y a rien de pire qu'un plan qui serait beaucoup trop ambitieux pour une structure qui ne serait pas prête du tout. Donc en fonction de sa maturité, et dérouler ce plan dans le temps, étape par étape, pour réaliser de manière très concrète les actions, à la fois d'équipement, mais également de formation, comme on l'a dit, de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, de formation des dirigeants, et dans certains cas la réglementation nous oblige, comme c'est le cas avec NIS 2, à former les dirigeants. Après, il faut que ces formations elles soient très concrètes, parce que si on reste dans l'abstrait en disant voilà, il y a 3 types de grands risques aujourd'hui en matière de cyber, c'est pas comme ça qu'on va réussir à se préparer véritablement. On a plusieurs solutions. Oui. Séverine et puis Maître Astier, je vous donne la parole. On a plusieurs solutions. On peut avoir des formations qui sont très formelles, qui vont expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a aussi des mises en situation, des exercices de crise qui vont permettre de réaliser par l'expérience, en ayant peur et en étant bombardé d'informations, que on ne sera pas en capacité de réagir correctement si on n'a pas été préparé, si on ne réalise pas qu'on sera vraiment dans la panique. Il faut s'entraîner. Oui, tout à fait, j'abonde. Stéphane Astier. En fait, la partie prévention au risque cyber intègre des formations, et ces formations doivent être adaptées, bien entendu, au public. Et le premier des publics, ce sont les directions. Et par expérience, les cellules de crise fictives, les exercices de cellules de crise, où on place un board dans une pièce et on les met en situation d'une réelle crise de cybersécurité. On utilise, nous, des stimuli, des faux mails, des faux coups de fil, des faux articles de journaux que l'on va distribuer au fur et à mesure de la journée avec un temps qui est accéléré, permet en fait aux dirigeants d'être mis en situation et
d'identifier les trous dans la raquette parfois. Et ce type de sensibilisation va permettre aussi d'identifier, on n'en a pas parlé et c'est pourtant très important, sur la couverture assurantielle, sur les contrats avec les prestataires clés, d'où peuvent provenir les crises cyber. Tous ces éléments-là qui vont permettre en fait aux dirigeants derrière de dérouler sur un plan d'action et de retraduire d'un point de vue du dirigeant et des investissements que doit mettre en place le dirigeant aussi, parce qu'il y a une question de coût là-dedans, adapté à ce que peut proposer d'un point de vue technique le résultat d'un audit de sécurité qui va là impliquer à la fois l'organisationnel et puis bien entendu le côté solution technique de réponse à incident. Donc c'est une approche du risque d'un point de vue juridique qui est quand même très opérationnelle. Je dévoile le LegalOps, c'était un peu mon teaser en introduction. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez à peu près ce que ça veut dire LegalOps? C'est une approche plus anglo-saxonne du risque. Je ne sais pas si d'ailleurs on gère le risque de la même façon en France, en Angleterre, ailleurs aux États-Unis, en Asie. Non, alors juste un tout petit Vincent. peu, juste pour revenir sur l'autre point, il y a un bon moyen pour inviter les patrons d'un COMEX à bouger, c'est de faire un appel d'offres pour faire venir un assureur, un cyberassureur. Et le cyberassureur, de toute façon, il va dérouler un audit rapidement pour savoir l'écart qu'il y a, parce que sinon il n'assure pas. Ouais. Et donc le fait que l'assureur dise il y a tout ça à faire, permet de dire aux dirigeants, vous êtes inassurable. En général, il n'aime pas trop. Et donc, il se met au boulot pour combler l'écart. Et c'est aussi comme ça qu'on avance. Alors, pour répondre à la question, l'approche du Notre risque... façon de gérer le risque. Oui, alors on a un petit problème d'ADN en France. Pourquoi? Alors, pourquoi c'est que on est plus aventureux? Non, on est pas, c'est le contraire, on est beaucoup plus frileux. Ah oui. Et donc, on a un C'est rapport... plutôt bien dans la cybersécurité, ça. Oui, enfin là je parle d'obscurité, hein, donc Ok. je ne suis pas certain que ce soit une bonne... Et Expliquez. ça vient, alors après avoir fait quelques recherches et avoir discuté avec des gens qui s'intéressent, pas que sur la cyber, mais en France, historiquement, on a l'impression qu'on est dans un pays ultra confortable du fait de nos conditions climatiques générales. La France est un pays au 45e parallèle, avec un océan Atlantique qui est tiède, qui nous amène des hivers pas trop sévères, la nature se régénère, les champs de patates ça pousse bien, il n'y a pas de tempête, pas de séisme, pas de tout ce qu'on voudra, pas de tsunami. Bref, la France est un très joli pays et on traverse l'Atlantique dans le monde anglo-saxon. Ça tremble, ça bouge. Quand il y a de la neige, c'est 3 mètres d'un coup. Le volcan du Yellowstone qui menace de péter et la faille de Sant Andreas qui va craquer. Les risques sont beaucoup plus sévères là-bas. La nature est violente. Les risques pas chez nous. climatiques, ouais. Les risques d'environnement. Mm. Et on s'est développé dans cet environnement. Et par ailleurs, nos distances sont faibles. Quand on appuie sur un bouton service public, les pompiers sont là en pas longtemps, même dans la cambrousse. Alors qu'aux États-Unis, il leur faut 3 jours de cheval pour venir, en caricaturant un peu. Autrement dit, le risque là-bas, on le prend en compte et on se débrouille. Chez nous, c'est le problème de l'assistance. On appuie sur un bouton et on va venir nous aider. Et ça fait, je ne dis pas des Donc, siècles, quand vous mais dites on ça, est frileux, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment prudent, on est inconscient. inconscient. Et donc, on attend que ça vienne. Donc, et pas ça, préparé, et finalement. c'est pas vrai. Et c'est vrai non seulement dans la cyber, mais sur les risques climatiques, c'est vrai sur toute forme de risque. On attend que ça vienne de l'État. Et quand l'État a confirmé que c'était un vrai risque, alors on s'y met. La cybersécurité, l'ANSSI n'existe que depuis pas très longtemps. Avant l'ANSSI, ça s'appelait le SCSSI, mais on en parlait moins. Et avant, il n'y avait que le CLUSIF. Quand le CLUSIF, tout seul, en 1985, à l'initiative des assureurs, a dit attention, il y a un risque informatique, ils se sont dit c'est du business, on n'y va pas. Quand l'ANSSI est arrivé, grâce au travail de Guillaume Poupard, quand il a mis tout ça sur pied, il a validé le risque, l'État a dit c'est vrai, ça existe, tout le monde se met au travail. Donc on attend une sorte de feu vert en France, et on l'a pas du tout dans les pays anglo-saxons, pas plus en Angleterre qu'en Europe du Nord au passage. Mais là maintenant, ça y est, le chemin est fait. bien La sûr. cybersécurité, c'est plus une option. C'est plus une option. Séverine, on est d'accord. Mais la relation au risque est fondamentalement différente dans nos ADN à nous. Oui, c'est Voilà. c'est très intéressant. Ouais. C'est plus une option. On a réalisé, parce qu'on a aussi réalisé des risques importants en cybersécurité, notamment dans les établissements hospitaliers, où on en a tous entendu parler, ou sur des ransomware qui ont mis des entreprises à genoux. Et donc la réalisation du risque nous incite à mettre en place des mesures adaptées. Pour protéger les données à la fois de l'entreprise elle-même, mais de ses clients ou de ses usagers. Et ça, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Et en plus, nous avons une réglementation qui vient s'appliquer à nous. Actuellement, on devrait avoir un projet de loi de résilience qui va finir par arriver d'ici la fin de l'année. C'est en bonne voie quand même, visiblement.
Ça y arrivera, mais nous avons un ensemble de réglementations européennes qui viennent s'imposer à nous et qui augmentent le nombre d'entreprises qui doivent légalement mettre en place des mesures de cybersécurité. Je dis c'est en bonne voie parce qu'il y a quand même un consensus, hein, ça a été adopté en commission spéciale Absolument. à l'unanimité par les Absolument. députés, donc il y a un consensus quand même Ouais, tout le sur, monde est d'accord. ouais, voilà, sur la nécessité de renforcer ces réglementations, ces obligations finalement Oui. de cybersécurité. Alors je voulais qu'on parle quand même de ce LegalOps avec vous, Maître Astier. Je précise que vous êtes intervenu sur des affaires sensibles, hein, notamment auprès des laboratoires du Grand Ouest ou de France Travail, qui ont été victimes d'importantes fuites de données et d'attaques, qui se sont retrouvés dans ce questionnement, j'imagine, de leur responsabilité, de la manière dont on doit communiquer, comment on réagit dans ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire, utiliser cette approche LegalOps? Alors, le LegalOps dépasse le sujet de la cybersécurité. C'est une manière de pratiquer le droit qui se veut plus opérationnel, plus au contact de la réalité d'une organisation et plus dans le suivi des recommandations. C'est-à-dire, il y a dire le droit, dire la règle, identifier les risques, sensibiliser sur ces risques et proposer non pas des problèmes mais des solutions, n'est-ce pas? Et surtout derrière, avoir cette compétence de se déployer, cette volonté de se déployer en entreprise pour surveiller que les plans d'action qui vont avoir été définis suite à un audit de sécurité ou des décisions qui vont avoir été prises suite à des préconisations juridiques sont effectivement mises en œuvre. Et dans le sujet réglementaire que vous venez d'exposer, madame, qui est tout à fait exact, avec quelques acronymes qu'on peut citer comme ça à la volée, RGPD, NIS 2, DORA, CRA, IACT, et j'en passe, on va retrouver effectivement des blocs d'obligations de sécurité, avec des spécificités, mais finalement, quand on parle de certification ISO 27001, qui est, on va dire, la norme internationale, quand on regarde les obligations générales du RGPD ou des autres textes plus spécifiques, on va retrouver quand même systématiquement le même schéma, qui est un schéma de formation des équipes, des dirigeants, un schéma de mesures organisationnelles, c'est-à-dire de définir des politiques internes qui doivent être effectivement mises en place. Hein, ce que je dis souvent, c'est pas, on n'écrit pas des choses pour que ça aille caler l'armoire au fond On de la reste cave. bien dans l'opérationnel. L'opérationnel, effectivement, c'est-à-dire de réaliser des tests, d'utiliser en fait ces procédures pour qu'elles soient effectivement déployées. Et à côté de ça, au-delà de ces mesures organisationnelles, des réponses techniques qui permettent à la fois de répondre à une obligation de conformité, de répondre aux exigences toujours plus nombreuses des assureurs. Vous l'évoquiez, c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a un durcissement des compagnies d'assurance pour plein de raisons, mais ça on pourra y revenir peut-être plus tard. Mais voilà, c'est ces sujets-là en fait qui sont au cœur de l'approche LegalOps, qui est d'aller un peu plus loin que la simple recommandation et analyse des risques et d'aller voir justement comment concrètement dans l'entreprise, dans l'organisation, les plans d'action et les préconisations sont mises en place et d'accompagner cette mise en place. Eh ben, j'espère que tout le monde a été convaincu par vos propos, par votre nécessité d'avoir une approche très opérationnelle finalement, hein, du risque et de la cybersécurité. Merci encore Vincent Balouet de maîtrisedescrises.com, Stéphane Astier, donc avocat en droit du numérique et de la cybersécurité, et Séverine Denis, membre du bureau Exatrust. Merci à tous les trois. On continue ce Smart Cyber en s'intéressant à la question des PME, des petites entreprises et de leur niveau d'exposition.